Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome est déjà maître de la plus grande partie de la Méditerranée. La Gaule n'est pas encore soumise. Sa conquête va être déterminante pour l'avenir de l'Empire. Cependant, bien avant les légions romaines, marchands et négociants venus d'Italie font la fortune de Rome et commercent avec tous les pays du pourtour méditerranéen. Leur machine de guerre, des amphores. De simples amphores remplies d'huile, de saumure, mais surtout de vin. Ces amphores romaines constituent l'outil de la conquête de la Gaule. Une conquête économique avant d'être militaire. Et chaque nouvel amphore retrouvé par les archéologues détient une partie de l'histoire de cette conquête. Mais où les trouve-t-on aujourd'hui, ces amphores? Depuis toujours, on retrouve des amphores lors de chaque fouille archéologique. Mais en 1952, pour la première fois, on explore l'épave d'un navire antique chargé d'amphores, juste en face de Marseille. Luc Long connaît parfaitement l'histoire de cette première fouille sous-marine. Elle est en effet à l'origine de sa carrière d'archéologue. Et depuis 25 ans, il fouille au fond de la Méditerranée à la recherche d'épaves. La première qui soit véritablement fouillée, justement, c'est celle du Grand Congloué. C'est d'où son intérêt pour nous, parce que elle est, je dirais, intégralement conservée. Elle est entière au moment où les archéologues, en tout cas les plongeurs du commandant Cousteau et de Jacques-Yves Cousteau lui-même, vont plonger dessus et vont établir le chantier et mettre en place pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, en fait, vont mettre en place donc un chantier archéologique qui va être très connu, très célèbre, puisque voilà, les chaînes de télé vont se succéder, il va y avoir des articles de presse, mais aussi dans les revues américaines. Ça va faire la une de beaucoup de revues et ça va intéresser beaucoup de spécialistes. C'est au large des Calanques de Marseille, au pied du rocher dit du Grand Congloué, que cette fouille commence. Ici, par 45 mètres de fond, a été repérée une épave chargée d'amphores. L'invention du détendeur, l'appareil qui permet de respirer sous l'eau, vient de révolutionner la technique de la plongée sous-marine. Le commandant Cousteau et une équipe d'archéologues se lancent dans ce qui sera la première fouille sous-marine de l'histoire. L'événement est si exceptionnel qu'on en profite pour organiser la première retransmission télévisée en direct du fond de la mer. La pêche est miraculeuse. Le chargement du navire submergé est intact et compte plusieurs milliers d'amphores. Autant dire une mine d'or pour les chercheurs. Le mot amphore signifie que l'on prend par les deux anses. Dans l'Antiquité, ce récipient est une unité de mesure. Chaque région du monde méditerranéen fabrique ses produits et les amphores pour les stocker. On en recense plus de 150 modèles différents. Un consommateur de l'époque reconnaît leur provenance et leur contenu à leur forme. Celles qui connaîtront la plus grande diffusion et généreront le plus de profit sont les amphores à vin. Jusqu'à l'expansion de Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ, le vin, ses rituels et sa diffusion sont l'apanage des Grecs. Ils pratiquent un commerce de cabotage, chargeant et déchargeant des petites quantités d'un port à l'autre. Les Grecs ont des comptoirs tout autour de la Méditerranée. Marseille, leur tête de pont en Gaule, est une cité prospère et un carrefour commercial. Elle représente un enjeu stratégique. C'est à l'entrée de la baie qu'on a retrouvé l'épave dite du Grand Congloué. Les plongeurs en remontent deux types d'amphores différents. Des Grecs, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, et des Romaines,
produite un siècle plus tard. Une première énigme intrigue les archéologues. Comment ces deux types d'amphores ont-ils pu voyager ensemble? On pensait que l'archéologie sous-marine, qui était née au Grand Congloué, allait apporter enfin des solutions sur la chronologie des amphores, parce qu'on les saisissait là pour la première fois sur un bateau, et donc elles sortaient du four, en quelque sorte. Mais toutes ces promesses s'envolaient avec cette épave, parce que les chercheurs n'y retrouvaient pas la solution au problème qu'ils attendaient, vu que la chronologie, au contraire, était encore plus problématique. On avait des amphores du IIe siècle avant Jésus-Christ, on avait des amphores du 1er siècle avant Jésus-Christ, et du coup, tous les problèmes qui étaient censés régler enfin une fouille d'épave, n'aboutissaient pas. L'interprétation des scientifiques de l'époque est la suivante. Un navire, parti de Grèce, ayant fait escale en Italie pour compléter son chargement, a finalement coulé devant Marseille. Cependant, en 1978, Luc Long décide de rouvrir le dossier du Grand Congloué pour tenter de résoudre l'énigme de son double chargement. Il commence son enquête en relisant les carnets de fouilles de l'époque. Je tombe sur ce petit cahier qui ne payait pas de mine, où je vois Calypso, 1952, journal de fouilles, et je découvre, dès les premières pages, les deux types d'amphores qui illustrent bien les deux chargements. Amphore gréco-italique, petite, amphore fusiforme, longue, amphore Dressel 1. Donc l'idée qui va germer dans l'esprit de ces premiers fouilleurs, c'est que le bateau possède un chargement sur le pont, et puis sous le pont, dans la cale, il y a d'autres amphores, c'est des amphores gréco-italiques. Quand Luc Long se lance dans cette enquête, l'archéologie sous-marine a fait des progrès. On sait par exemple que les navires de commerce antiques n'avaient pas de pont, et aussi qu'ils coulaient souvent dans les mêmes passages difficiles. À l'époque, ils ne peuvent pas imaginer qu'on ait pu avoir deux bateaux superposés. Ça leur paraît incroyable, impossible. Vers les années 80 ou 70 avant Jésus-Christ, quand l'épave numéro 2, chargée d'amphores de Cestus, va couler, elle va se positionner, grosso modo, plus ou moins au-dessus d'un bateau qui est là, plus ancien, qui est déjà pas mal détruit, puisque ça fait déjà un siècle qu'il est en proie aux attaques de la mer et du fond sous-marin. Ce que Luc Long a compris, c'est qu'il n'y a pas une épave au Grand Congloué, mais deux. Une première, qu'il appelle Grand Congloué 1, qui transporte des amphores de la Grande Grèce, et une deuxième, par-dessus, Grand Congloué 2, dont le chargement provient du Latium en Italie. Un siècle sépare le naufrage des deux bateaux superposés. Un siècle, durant lequel les Romains ont complètement envahi l'espace méditerranéen. Leur expansion commerciale pousse les Romains à augmenter les quantités de denrées transportées. Ils mettent alors au point une nouvelle arme, la Dressel 1. Une amphore extrêmement solide qui peut être empilée sur 4, voire 5 niveaux dans la cale des navires. En moins d'un siècle, ces amphores vont définitivement supplanter les amphores grecques, plus petites et plus fragiles. À l'époque archaïque, à l'époque la plus ancienne, les amphores, que ce soit en Grèce, à Athènes, à Corinthe, que ce soit en Étrurie, que ce soit à Marseille, ce sont les amphores d'une cité. Une cité-État, mais une cité. Donc leur vignoble, le nombre d'amphores sur les bateaux, et le nombre de bateaux va rester à l'échelle de cette marine, un peu comme la marine de Gênes ou la marine de Venise. C'est pas 1200 vaisseaux, c'est 25 vaisseaux par an, voilà. En gros, c'est ça, c'est à une échelle de la cité, même si cette cité est historiquement très importante. Avec Rome, on va multiplier par 100, on va multiplier par 500, parce que Rome, c'est une cité-État, mais ça va devenir, sous la République, toute la boîte italienne, toute l'Italie, et bientôt tout l'Empire méditerranéen. Donc on va multiplier par 100, par 200, par 500 ces productions beaucoup plus archaïques qu'on connaissait à petite échelle, sur des petits bateaux, avec un petit nombre d'amphores pour Marseille, pour Caéré, en Étrurie, pour Corinthe ou pour Rhodes. Les amphores ont pris une telle importance pour la compréhension des flux commerciaux dans l'Antiquité que l'amphorologie est devenue une discipline à part entière de l'archéologie. 50 ans après la fin de la fouille, Fabienne Olmer cherche encore à faire parler les restes du Grand Congloué. Je fais des prélèvements sur les amphores de cette épave, donc le Grand Congloué 2, parce que en archéologie terrestre, on n'a pas la chance d'avoir autant de données que permet d'avoir cette épave, dont on connaît
la provenance. On ne sait pas où elle allait, mais on pense que le mobilier était destiné aux Gaulois, probablement. Et bien que ce soit la première épave fouillée, ça reste une des épaves essentielles pour la connaissance des Dresselains, la diffusion du vin italien dans le monde antique, plus particulièrement pour la Gaule. Et donc moi, je réalise des prélèvements qui vont permettre de comparer cette cargaison avec donc les amphores qu'on va retrouver en milieu terrestre. L'amphore la plus connue, la plus représentée, est l'amphore italienne du Latium, désignée par les archéologues sous le nom de Dressel I. C'est un monstre qui peut atteindre 1,20 m de haut, peser jusqu'à 25 kg à vide et contenir 25 litres de vin. On estime la totalité de la production des Dresselins en Italie, donc sur la côte tyrrhénienne de l'Italie, à environ 100 de millions d'amphores qui ont été produites et diffusées sur environ un siècle. Parmi ces 100 millions d'amphores, on estime que 70% étaient destinés au territoire de la Gaule. Donc le vin italien est diffusé partout, en très grande quantité. On retrouve ces amphores à vin jusqu'en Angleterre ou en Allemagne. Mais c'est en Gaule qu'elles ont été le plus largement répandues. Aujourd'hui encore, on en retrouve d'importantes concentrations en Auvergne. Près de Gergovie, Mathieu Pou, spécialiste de la civilisation gallo-romaine, fouille depuis 10 ans une grande ville gauloise à proximité du lieu de la bataille de Gergovie. Sur le vaste plateau de Coran, il a retrouvé 40 tonnes d'amphores romaines, les fameuses Dressel I. Certaines étaient alignées sous la terre et bien conservées. Que nous raconte-t-elle des relations commerciales entre les Romains et les Gaulois ? Toutes ces amphores proviennent de cette grande cave que nous avions fouillée en 2008, qui est une sorte de super cave, évidemment pas dédiée au stockage domestique, elle faisait 20 mètres de long pratiquement, mais à l'entreposage public d'amphores qui arrivaient par cargaison entière, sans doute, des dizaines, des vingtaines, peut-être même des centaines d'amphores qui étaient stockés en bordure de la grande place publique, et ces amphores stockés étaient revendus sur place et peut-être même consommés sur place dans un bâtiment qui se situe entre l'entrepôt et la taverne, on pourrait dire. Et le fait qu'elles aient été conservées dans cette cave fait qu'elles sont pratiquement intactes pour celles qui étaient au fond. Et évidemment, ça forme un lot qui est comme un lot d'épave, une sorte d'épave terrestre, qui est évidemment très précieuse pour qui veut étudier les amphores, leur provenance, mais aussi leur mode d'entreposage, de vente et de consommation. Alors, toutes ces amphores qui ont l'air, à première vue, identiques, en fait, sont de provenances diverses et n'ont pas du tout la même texture, la même apparence. Certaines comportent des timbres qui nous aident à un peu mieux comprendre l'origine, identifier l'origine des amphores. Il y a une multitude de noms inconnus qui nous parviennent par les timbres. Parfois, ce sont des codes tout à fait énigmatiques, de simples codes barres, on pourrait dire, avec des lettres qui sont combinées un peu à la manière de chiffres aujourd'hui. Et l'un des timbres les plus facilement identifiables, c'est ces timbres SES, souvent accompagnés, comme ça semble le cas ici, d'un petit trident, qui renvoie à cette fameuse famille des Cestii, Cestius, qui est une grande famille sénatoriale attestée à différentes époques. Ce nom-là nous raconte une histoire. C'est l'histoire de ce grand commerce du vin mené par des grandes familles sénatoriales d'Italie à destination de la Gaule, la création des grands vignobles exportateurs en direction des côtes gauloises. Et c'est une histoire qui a été racontée immédiatement aux plongeurs quand ces premières amphores sont sorties de l'eau dans les années 50. C'est très exactement ce même timbre qui a été retrouvé sur une grande partie des amphores du Grand Congloué. Mais à quoi servaient ces timbres ? On voit bien le cachet, et puis à l'intérieur, eh bien, il y a un S, E, le deuxième S, et puis ici on voit une croix, et puis il y a les pattes de l'encre ici, donc c'est toujours le même timbre, Cestus avec une encre, Cestus avec un trident. Et en fait, ces marques, bon, on peut se demander à quoi elles servent. Donc c'est le nom du potier, c'est la marque de fabrique. En même temps, on peut se demander si ce n'est pas un label de qualité, sans doute. C'est-à-dire, elles sont connues, ce sont les amphores de Cestus. Ça veut dire une amphore, mais aussi son contenu et la qualité du vin qu'elle contient, vraisemblablement. C'est-à-dire souvent de très bons vins. Et c'est vrai que les vins de Toscane, comme les vins du Latium et ceux de Campanie, sont très réputés. Ils sont très chers. On parle du Falerne, du Sécube, qui est fait dans la région du Vésuve, et qui sont des vins qui sont vendus 4 as l'amphore. On a des textes, effectivement, ou dans les auberges, ça va se vendre un très grand prix.
L'enquête nous emmène en Italie, sur les traces de la famille Cestius et des autres grandes familles romaines dont les domaines ont produit les 20 millions d'hectolitres de vin consommés en moins d'un siècle par nos ancêtres les Gaulois. Comme en Grèce, le vin est un des attributs de la réussite dans la Rome antique. Dans leurs riches villas de la région de Pompéi, les élites comparent leurs crus, les font vieillir. Les techniques de vinification sont déjà complexes. Le vin est blanc, fumé, épicé ou salé. Il se boit dilué dans de l'eau. C'est aussi un médicament, et chaque cru a ses vertus reconnues et codifiées. Les auteurs romains décrivent les repas d'huîtres et de poissons accompagnés des célèbres crus de la région. Les vins qui n'étaient qu'agréables étaient méprisés. On fit rapidement monter les prix de ces biens jusqu'à des excès incroyables. L'immense richesse accumulée dans la conquête du pourtour de la Méditerranée a pour conséquence un bouleversement, l'élévation du niveau de vie des classes moyennes romaines. Le vin se démocratise, la consommation explose, il faut produire. En quelques décennies, entre le IIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ, d'immenses domaines viticoles sont créés en Campanie et en Toscane sur des terroirs de qualité médiocre, mais à haut rendement. Pour assurer la suprématie du vin italien, Rome fait interdire la fabrication du vin en Gaule et arracher les vignes afin, comme l'écrit Cicéron, que les vignobles romains aient plus de prix. En fait, les amphores à l'époque romaine, sous la République, au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ, et le transport du vin vont avoir comme conséquence l'enrichissement d'une certaine classe sociale romaine, et notamment les sénateurs. On se rend compte qu'au IIe et au 1er siècle avant Jésus-Christ, les sénateurs obtiennent des domaines de plus en plus importants, et on pense qu'il s'agit de vignobles, et à tel point que ces amphores vont finalement, quelque part, influer sur la vie politique et vont presque menacer Rome, tellement elles sont source de profit. Elles peuvent comme ça générer des trusts et des familles qui risquent de dominer la République, à tel point que les plus sages des sénateurs vont réussir à faire voter la Lex Claudia en 218 avant Jésus-Christ, au moment où sans doute les Romains exportent déjà des amphores gréco-italiques. C'est-à-dire que les sénateurs romains n'ont plus le droit de transporter dans leur bateau plus de 300 amphores. C'est une loi qui vise à limiter les profits, pour effectivement éviter que, grâce à ces petits géants d'argile que sont les amphores, on n'ait pas une menace soudaine sur Rome avec une famille qui va devenir beaucoup plus dominante que les autres et qui risquerait de prendre le pouvoir. Voilà l'une des conséquences finalement du commerce des amphores et des profits qu'elles peuvent générer. Mais comment la puissance romaine a-t-elle pu produire d'aussi grandes quantités de vin? Au cours des années 1980, les archéologues découvrent une ancienne ferme sénatoriale à Sette-Finestre, en Toscane. Lors de la fouille, ils comprennent qu'ils ont mis au jour un nouveau modèle d'exploitation agricole reposant sur le travail des esclaves. Il s'agit de la première ferme esclavagiste jamais observée. Cette découverte permet de comprendre le formidable bond en avant de l'économie du vin entre le IIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ. D'après les estimations des historiens, chaque année, 500 000 hommes, femmes et enfants ont été réduits en esclavage dans les pays conquis et mis au service de la machine industrielle dans tout l'Empire. C'est cette organisation esclavagiste qui va faire du vin et des amphores les instruments économiques de la conquête romaine. Quand on se rend compte que sur un bateau, il peut y avoir plusieurs milliers d'amphores qui sont toutes identiques, c'est des sœurs jumelles, c'est plus de la production artisanale simple. On est passé au stade pré-industriel ou industriel carrément, avec des centaines d'ateliers, en tout cas des centaines d'esclaves, et qui marquent des ateliers différents dans le même domaine de production et qui font le lien entre le viticulteur, le domaine viticole, et puis ensuite la mise en bouteille, si j'ose dire, du vin par des gens qui sont effectivement spécialisés dans la fabrication d'amphores et qui peuvent faire comme les photocopies. C'est absolument les mêmes.
Des dizaines d'ateliers de la région qui fabriquaient des amphores de la famille Cestius, il ne reste à peu près rien. Uniquement les traces d'un four à Albinia avec ses quelques alignements. Difficile d'imaginer aujourd'hui que des millions d'amphores ont été produites ici par des milliers d'esclaves venus des 4 coins de l'Empire et notamment de Gaule. C'est de la région de Cosa et de son port que partaient la plupart des chargements d'amphores en direction de la Gaule. C'est sans doute ici même que le Grand Congloué II a appareillé. Il faut 3 jours et 3 nuits aux navires de l'époque dans de bonnes conditions pour rejoindre la côte languedocienne en contournant le Cap Corse. C'est un des trajets les plus fréquentés. Et comme le dit Caligula, les transports vont vite et leurs pilotes ont une très grande expérience. Tels des cochers conduisant des chevaux de course, ils assurent l'itinéraire direct sans dévier. Certains bateaux mettent le cap sur Marseille, où ils débarquent une partie de leur chargement à destination du nord. Les autres navires poursuivent leur route vers la côte narbonnaise. À peine débarqués, les marchandises sont transportées jusqu'à Toulouse sur des caravanes de centaines d'animaux conduites par des éleveurs gaulois et supervisées par les marchands romains. En 70 avant Jésus-Christ, 20 ans avant la victoire de César, Cicéron décrit la Gaule comme remplie de négociants romains. Elle est pleine de citoyens romains. Aucun Gaulois ne fait d'affaires sans un citoyen romain. Aucune pièce de monnaie ne se déplace en Gaule sans être portée sur les registres de citoyens romains. À Toulouse, Peter Hughes et son équipe ont découvert un site gaulois de plusieurs hectares sous une ancienne caserne militaire en pleine ville, tout près de la Garonne. La fouille a révélé de nombreux puits contenant des amphores. Énormément d'amphores, dont beaucoup de Dressel I, datant le site du moment où les commerçants romains répandent leurs marchandises dans toute la Gaule. Alors les amphores, ils venaient pour la plupart de l'Italie. Jusqu'à maintenant, on a dépassé les 40 tonnes. Ça veut dire 16 000 exemplaires. Et si on pense que chaque amphore comportait 20 litres du vin, c'est une énorme quantité. La présence de ces puits confirme la thèse des caravanes d'animaux et d'une zone où l'on redistribuait les marchandises. Un marché de gros au bord de la Garonne. On n'a aucun indice pour faire une estimation de la quantité des amphores qui sont passés par là. Mais on peut s'imaginer que seulement un pourcentage assez faible est resté ici. Sinon, le commerce n'aurait pas été rentable, pour ainsi dire. Alors, c'était peut-être 10 fois plus ou même 100 fois plus que les amphores qu'on retrouve ici, qui sont passés par là. Alors, une quantité énorme, presque inimaginable. C'est un site particulier, extraordinaire dans le monde gaulois, parce qu'on n'est pas à l'intérieur d'un habitat, on n'est pas dans un oppidum, dans un village. On a de grandes places aménagées avec des tessons d'amphores, une sorte de grande place marché ou quelque chose comme ça, où s'est déroulé toutes ces activités du commerce avec ces amphores-là. De cette véritable gare de triage de l'époque, une plateforme de rupture de charge, comme l'appellent les archéologues, les amphores étaient chargés sur des bateaux afin d'être redirigés vers la côte atlantique ou convoyés vers l'intérieur de la Gaule. Depuis Toulouse, l'enquête suit la route des amphores, puis remonte l'Allier jusqu'au cœur du pays Arverne, au pied de l'oppidum de Coran. Ainsi va la conquête romaine. Toujours plus de marchandises à vendre, de profits à faire, de territoires à soumettre, d'esclaves à asservir. Mais comment les Gaulois absorbaient-ils une telle quantité de vin ? C'est en fouillant les restes des habitations que Mathieu Pou déchiffre les coutumes de l'élite gauloise. Ici, quand on arrive ici, on est sur une maison assez râpée, dont assez peu de choses ont subsisté. On pourrait penser que c'est un bâtiment modeste. Mais on a retrouvé des indices comme des récipients en bronze, par exemple un récipient en bronze, une cruche en bronze, une extrémité de fourreau d'épée, des ossements de cerf qui montrent qu'on a affaire à la maison d'un aristocrate, un riche gaulois. Et le cellier
La cave remplie d'amphores fait partie de ces marqueurs aristocratiques, de ces signes de richesse extérieure qui désignent le propriétaire de la maison comme un personnage important. Parce qu'il peut acquérir, stocker, consommer de grandes quantités de vin. En fait, les amphores sont tellement nombreuses. Ce sont des emballages non consignés qu'on ne remporte pas à l'expéditeur. Il vaut mieux les briser sur place, ça coûte moins cher que de les rapporter en Italie. Donc à partir de là, on est face à une grande quantité de déchets. Et ces déchets, ils sont utilisés de différentes manières. Ici, très clairement, ils sont si nombreux qu'on les utilise en matériaux de construction pour paver les sols. Il est évident que dans ce cadre-là, les amphores, elles ont perdu leur statut de récipient, mais elles gardent un caractère symbolique important, parce qu'évidemment, des personnages qui peuvent, à l'époque gauloise, paver leur maison de tesson d'amphore, c'est évidemment une manière de manifester le fait qu'ils peuvent acheter du vin, le consommer en grande quantité. Il y en a tellement qu'ils l'utilisent comme simple matériau de construction. Ça a une valeur ostentatoire. Seul signe de la présence des maisons et de leurs charpentes, ces trous accueillaient les poteaux principaux. Leur alignement, la répartition des débris d'amphores et de mâchoires d'animaux ont permis de reconstituer un sanctuaire où se pratiquaient des sacrifices et des libations. Mais à quoi pouvait servir le vin dans un sanctuaire? Pour fédérer les différents peuples, les grands chefs gaulois réunissaient les notables au cours de festins qui duraient plusieurs jours. C'est là que les grandes décisions étaient prises. Versées dans des cuves creusées à même le sol, une partie du vin se répandait directement dans la terre, comme une offrande aux dieux, tandis que les Gaulois buvaient le reste. Pour eux, le vin est l'emblème de la richesse, de la puissance et du courage. Il est l'instrument de la domination et rapproche des dieux. C'est leur véritable potion magique. Parfois, on sabrait les amphores pour en boire le vin, puis on les brisait en morceaux. D'autres fois, elles étaient soigneusement débouchées et alignées. À Toulouse, Peter Youd a lui aussi retrouvé des amphores entières, associées à des crânes d'animaux, signe de l'existence de sacrifices rituels. Mais comment comprendre qu'elles se trouvent ici en plein marché et pas dans un sanctuaire? L'activité, disons, sacrale et la consommation du vin, c'est bien sûr lié à cette place de marché. Et je pense les gens qui ont bu ce vin ici et qui ont fait les offrandes aux dieux aussi de ce vin, c'était les transporteurs de ces amphores. Et ils étaient payés par les marchands ibériques ou romains par une certaine quantité de la marchandise qu'ils ont transportée. Une des caractéristiques du sacrifice chez les Romains, mais aussi chez les Gaulois, c'est le partage du sacrifice. Alors, une partie de la viande des animaux sacrifiés est mangée par les participants de ce sacrifice et d'autres parties sont brûlées pour les dieux. Et c'est la même chose avec le vin. Une partie du vin est offerte aux dieux et une autre partie est bue par les participants de ces rites religieux. En l'absence de toute représentation du mode de vie des Gaulois, Mathieu Pou a tenté de reconstituer le plus fidèlement possible le déroulement d'un festin en s'appuyant sur ses découvertes. Dans ses récits, Diodore de Sicile témoigne des mœurs gauloises. Aimant le vin jusqu'à l'excès, ils engloutissent pur celui que leur apportent les marchands. Ils boivent avec une passion furieuse et se mettent hors d'eux-mêmes en s'enivrant jusqu'au sommeil ou à l'égarement. Aussi, beaucoup de marchands italiens, poussés par leur cupidité habituelle, considèrent-ils comme un trésor le goût des Gaulois pour le vin. Ils en touchent un prix incroyable. Pour une amphore de vin, ils reçoivent un esclave. Les chefs gaulois, même les plus farouches résistants à l'autorité romaine, le premier d'entre eux, c'est évidemment Vercingétorix, qui provoque le soulèvement de toute la Gaule en 52 avant notre ère. Il va faire frapper des monnaies en or sur lesquelles il représente une amphore romaine, qui est pourtant le symbole de l'impérialisme, sinon militaire, en tout cas commercial, de son adversaire. Il va le faire figurer sur ces monnaies d'or, ce qui est un beau paradoxe. Et à partir de là, le produit, l'amphore, en tant que produit économique et vecteur culturel, n'est plus perçu comme un produit étranger, mais en quelque sorte, les Gaulois se l'approprient. En Bourgogne, les Éduins, l'un des peuples gaulois alliés de César et grand amateur des produits romains, ont dû consommer à eux seuls près d'1 million d'amphores. Les marchands romains étaient les bienvenus à Bibracte.
Et quand César revint en Gaule pour sa dernière campagne militaire, c'est chez les Éduins, ses consanguins comme il les appelle, qu'il choisit d'hiverner avec ses 6 légions. À Bibracte, on a construit sur le site même un centre de recherche sur les amphores. C'est ici que Fabienne Olmer tente de comprendre leur rôle dans la colonisation de la Gaule par les Romains. À la simple vue d'un tesson, elle est capable de savoir de quelle partie de l'amphore il provient, mais aussi son lieu de fabrication. Ça, c'est probablement un fragment d'amphore orientale. Tu vois, beige comme ça, là. Ça pourrait être de la rhodienne. Ce qui va nous donner une origine, c'est l'argile. Parce que chaque région de production va présenter une argile différente. Donc on a besoin de casser, on a besoin de se procurer des échantillons pour pouvoir lire à l'intérieur du tesson, en fait. Il faut le prendre à l'endroit où c'est le plus pertinent pour le tesson, tu vois. Là, par exemple, on voit les marbrures, les gros grains blancs, les gros grains noirs. L'analyse des particules, microalgues, éclats de roches volcaniques ou de mica, contenus dans les 500 000 fragments qu'elle a étudiés, ont permis à Fabienne Olmer de préciser le lieu de provenance des amphores. Et de là, les produits qu'elles contenaient. Donc ici, il y a des témoignages d'olives conservées dans du vin cuit aux épices, de fenouil, de figues, des témoignages de morceaux de poisson en saumure. C'est vraiment un des sites majeurs pour connaître les importations autres que les importations de vin. Probablement, les Éduins avaient des liens très étroits avec les marchands romains ou les marchands gaulois ou les marchands tout court. Et donc, tous ces produits qui circulent en Méditerranée, pour eux, c'était probablement facile de les obtenir. Puis, il y avait probablement le goût aussi, le goût de consommer des produits méditerranéens. Jusqu'à quel point la consommation de tous ces produits a-t-elle influencé la culture gauloise? Peut-on parler d'acculturation? Même si certains Gaulois vont jusqu'à échanger leurs prisonniers contre des amphores de vin, toute la Gaule ne commerce pas avec les Romains. Certains peuples rejettent leurs marchandises et refusent tout échange avec eux. Pour ces Gaulois rebelles, le vin provoque l'énervement des âmes et le ramollissement du courage. Un siècle de commerce ininterrompu entre les Romains et les Gaulois, qui se déroule dans des conditions plus ou moins clandestines, c'est-à-dire que les grandes familles sénatoriales qui, en principe, n'ont pas l'autorisation de commercer avec des peuples étrangers à Rome, contournent cette interdiction et commercent avec les peuples gaulois. Au moment de la guerre des Gaules, au moment où les armées romaines s'affrontent avec les Gaulois, qui deviennent officiellement déclarés ennemis de Rome, eh bien, ce commerce continue de prospérer. C'est-à-dire les marchands romains qui suivent les légions romaines continuent de vendre du vin aux ennemis gaulois. On a la trace, la présence d'amphores romaines dans tous les camps gaulois dressés à cette période, établis à cette période. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce commerce continue à prospérer. Et on en a la preuve chez César, qui nous dit qu'en 52 avant notre ère, au moment où se cristallise ce grand soulèvement des peuples gaulois contre Rome, un soulèvement qui sera mené par Vercingétorix, eh bien, le premier épisode de ce soulèvement, c'est le massacre de commerçants, de marchands romains établis dans des villes gauloises, comme Chartres, Autricum, par exemple, ou Chalon-sur-Saône. Et c'est le massacre de ces marchands romains donc, qui va provoquer le dernier grand épisode de la guerre des Gaules, qui verra le soulèvement de la Gaule, puis sa défaite face aux armées de César à Alésia, et donc l'entrée de la Gaule dans le monde romain. En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, le jeune chef de la tribu des Arvernes, prend la tête des tribus hostiles à la présence romaine en Gaule. Il affronte les légions de César à Alésia, où il est vaincu. Après la victoire de Rome, la Gaule, dernier maillon de la conquête, est soumise. L'immense empire est maintenant constitué. De l'Afrique à la Germanie, les légions stationnées aux frontières doivent être approvisionnées. Rome est une énorme capitale qu'il faut nourrir. Les commerçants romains cherchent de nouvelles solutions pour rationaliser le transport et augmenter la capacité des navires. À Giraglia, près du Cap Corse,
Franca Cibecchini, responsable du patrimoine sous-marin de la Corse, fouille l'épave d'un modèle de bateau révolutionnaire apparu à cette époque et dont on a retrouvé une quinzaine d'exemplaires entre l'Italie et l'Espagne. Au début de notre ère, ces navires ont été les véritables bateaux-citernes de l'Antiquité. Ils étaient construits autour d'une douzaine de dolias, des amphores géantes pouvant contenir jusqu'à 3000 litres de vin. À Giraglia, le chargement de l'épave s'est dispersé. En se brisant, les dolias ont révélé la structure de la coque et permis de comprendre pour la première fois l'architecture de ces bateaux. L'origine des dolias, c'est la zone de Minturne. C'est une ville qui se trouve en Italie entre la Campanie et les Latium, donc dans l'Italie centrale, sur la façade tyrrhénienne. Ils sont fabriqués dans ces zones. Nous, on le sait par rapport à l'analyse des argiles et aussi grâce à l'épigraphie, c'est-à-dire les timbres que ces dolias portent et qui nous renvoient à une famille, les Pirani, qui est connue pour d'autres indices archéologiques dans ces zones. Ça, c'est le timbre qui porte le nom de la famille des Pirani, Piranus, Caius Piranus. Et en réalité, le nom de la personne esclave affranchie probablement, Sotericus, qui a fait le dolium. Dans tous les bateaux à dolia, on a les dolias posés au centre de la cale et aux extrémités, on calait des amphores pour profiter au maximum de l'espace du bateau pour un voyage commercial. Ici, en particulier, on retrouve les dolias, mais on retrouve très très peu d'amphores. Et ça, c'est parce que, clairement, elles ont été déjà pillées. C'est vraiment un amphore classique, tarraconaise, c'est-à-dire de l'Espagne du nord, de la Catalogne. On la voit bien avec sa pâte rouge, riche d'inclusion claire, blanchâtre. Et ça aussi, c'est un amphore à vent, clairement. La première utilisation de ces bateaux, en réalité, ça rentre dans les grands commerces du vin italique vers la France et l'Espagne, qui caractérisent toute l'époque républicaine. Et ces bateaux, ils se placent vraiment, ça semble un peu le dernier tentatif des commerçants italiens de défendre leur vin, un vin pas de grande qualité, parce qu'il faut penser que dans ces grands dolias, il n'y avait pas vraiment de grands crus, il y avait un vin d'étable. Mais tout de suite après, il y a un changement important dans la production, et les grandes productions de vin se déplacent. La concurrence fait rage à travers tout l'Empire. L'Espagne devient le plus gros producteur de vin en Méditerranée occidentale et exporte vers l'Italie. Les bateaux à dolia, après avoir transporté les productions d'Italie vers la Gaule et l'Espagne, ravitaillent désormais Rome et son million d'habitants en vin espagnol. Ces bateaux sont les témoins de l'inversion des courants commerciaux qui commence après la conquête de la Gaule. Mais ce mode de transport, en apparence si rentable, va s'arrêter au bout d'une cinquantaine d'années. Si c'était des bateaux construits pour naviguer sur les fleuves et en mer, c'est très fort probable qu'en mer, ils n'étaient pas trop stables, et donc pendant une tempête, ils pouvaient perdre rapidement leur barycentre et couler. L'autre hypothèse est liée à ces gros conteneurs, les dolias. Imaginons que chaque dolia pouvait contenir environ 2000-3000 litres de vin. Donc si un de ces dolias s'est cassé, pour une raison X, une amphore qui choquait, le mouvement de la houle, pendant une tempête, on avait 2000 litres de vin qui faisait changer encore une fois les barycentres du bateau et donc qui, enfin, permettait à l'eau de rentrer et de faire couler le bateau. Malgré les dolias, les amphores restent encore le mode de transport de marchandises le plus répandu en Méditerranée. Après la conquête de la Gaule, les mouvements commerciaux s'intensifient. Des colons romains s'expatrient dans toutes les provinces de l'Empire dans le but de faire fortune. La Gaule du Nord est romanisée.
La vigne est replantée dans le sud. Stéphane Monet fouille les restes d'une des exploitations viticoles romaines implantée par un de ces colons venus d'Italie au début du 1er siècle, Quintus Julius Primus. Après ce sondage, on dégagera l'intégralité du four. Le propriétaire fondateur de la villa, Quintus Julius Primus, arrive ici donc avec des moyens financiers importants. On voit très bien qu'on a affaire à des grands capitaines d'industrie, entre guillemets, à des capitalistes, à des gens qui rentabilisent, à des gens qui ont quand même une idée précise de ce qu'ils viennent faire ici. On sait par les estampilles que le vin était commercialisé jusqu'au Maroc. Donc c'est vraiment le signe d'un commerce à longue distance. Et on comprend mieux aussi le développement économique de cette vallée de l'Hérault à ce moment-là. Donc la viticulture est vraiment le moteur du développement économique, toujours lié à des questions de mévente et à des questions de concurrence vinicole. À partir du 1er siècle après Jésus-Christ, la production agricole s'intensifie grâce à l'habileté des paysans gaulois qui inventent la grande faux et la moissonneuse. Les vignerons, décrits par les Romains comme de très habiles horticulteurs, développent la vigne jusqu'en Normandie. Pline l'Ancien parle de la Gaule comme d'une deuxième Italie. Le vin espagnol est devenu à cette époque le vin à la mode. Mais son transport coûte cher. Quintus a probablement trouvé une solution radicale pour diminuer les coûts. La contrefaçon. Quintus Julius Primus a fait fabriquer ici par un artisan espagnol qu'il a été débauché d'un atelier de Tarraconèse, donc à côté de Barcelone, la province de Tarraconèse. Cet artisan, Laetus, qui vient produire ici des imitations de ces amphores. Et ces amphores, ces imitations de grands amphores fuselés, vont servir à commercialiser le vin du domaine en direction du Massif central. On est ici à 300 mètres de la voie romaine qui reliait le littoral et le port d'Agde à la grande cité des Rutaines, Millau, Rodez, et ensuite tout le peuplement arverne derrière, et puis également la Lozère, donc des territoires très peuplés. Et cet amphore donc, va être commercialisé comme un produit espagnol, alors qu'il ne l'est pas, et qui contient du vin de Narbonnaise, donc ce vignoble naissant qui commence à rencontrer un certain succès. Voilà. Ce Laetus qui est un très très bon potier, donc il va aller chercher une argile et des dégraissants très similaires à ceux qu'il utilisait en Espagne. Et même la pâte imite la pâte des amphores de Tarraconèse. Si bien que les consommateurs du Massif central qui vont, qui vont acheter cet amphore, ils vont penser qu'ils achètent du vin espagnol. On voit le timbre, mais il est quand même bien abîmé. Donc on voit le L, le A, ici, avec le T ligaturé, et le I, La et Ti. Donc c'est notre Laetus qui vient de Barcino. Ce Quintus Julius Primus arrive ici dans les années 10 après Jésus-Christ, et puis il va fonder cette grande usine vinicole de 4000 hectolitres de capacité et développer donc cet atelier de potier en faisant venir à la fois des potiers italiens, des potiers espagnols, des potiers gaulois. Et on arrive comme ça parfois à les suivre donc d'Italie jusqu'en Gaule, et c'est le cas par exemple ici de Vitulus qui est de Pouzol, à côté de Naples. Et on a également Quartus, on a Optatus, on a Vericundus, donc bon, essentiellement des potiers d'origine italique, mais également des potiers gaulois. On connaît pour le début de production de cet atelier plus d'une quinzaine de potiers. Cet atelier présente la particularité, c'est actuellement le seul dans le monde romain, avoir livré des grands fours de 50 mètres carrés avec 4 chambres de chauffe, donc des grands fours qui servaient à la production de dolia. Donc des choses vraiment énormes. Donc ce sont des usines à vin, et c'est ces usines à vin qui vont alimenter notamment la ville de Rome, qui compte 1 million d'habitants. C'est à Ostia, le port de Rome, que sont déchargées les marchandises arrivant de toutes les provinces de l'Empire. La place des corporations est alors le centre vital du commerce maritime romain. Ces mosaïques représentent les provinces et leurs produits. Elles constituent une véritable carte du monde. En plein cœur de Rome, la colline de Monte Testaccio est constituée de plus de 50 millions d'amphores brisés sur place.
À partir du 1er siècle, les flux commerciaux s'inversent et convergent en direction de la capitale. Rome aspire maintenant toutes les richesses de l'Empire. À la même époque, en Gaule, pour n'avoir pas pris le parti de César, Marseille l'indépendante se voit privée de ses privilèges et perd son influence. C'est Arles, sa rivale, grâce à sa position stratégique sur le Rhône, qui devient la plateforme d'échange entre la Méditerranée, la Gaule, l'Allemagne et l'Angleterre. Il y a toujours eu ce conflit dans l'Antiquité entre Marseille et Arles. Et évidemment, Arles va triompher grâce à César et du coup va se retrouver à la tête de tout le commerce, certainement de la voie la plus importante dans les échanges économiques dans l'Antiquité, avec ces taxes Rhône-Saône, pour être distribuées par capillarité, je dirais, grâce à un réseau de fleuves et de rivières en Gaule, vers toutes les grandes cités, y compris d'ailleurs vers la Germanie, où stationnent des armées. Donc il faut imaginer d'énormes quantités de marchandises qui transitent par Arles et qui vont être redistribuées dans l'ensemble de la Gaule. Arles, du coup, va taxer ces marchandises et va s'enrichir de la sorte, si bien qu'elle va devenir, comme le dira plus tard Ozone, la petite Rome des Gaules, carrément. Alors là, on est au nord d'Arles, on voit la ville ici, et ce qu'on discerne là, c'est le port. En fait, le port actuel, le port fluvial de la cité. Alors c'est curieux parce qu'on voit de grandes grues. Aujourd'hui, il n'y a pas de péniche, mais finalement, c'est un peu le même schéma que dans l'Antiquité, quoi. Des machines élévatoires, des cigognes, des chèvres dont parle Vitruve, et qui servaient à passer les colis d'un bateau sur le quai, sur des chariots, ou d'un bateau sur un autre bateau, puisque évidemment, là, on est dans la zone de rupture de charge. Sur les quais, le contenu des amphores est vidé avant d'être vendu au détail. On jette dans le Rhône ces emballages vides devenus inutiles. À l'extrémité de cette rive sous-marine, au plus gros du courant, vers le centre du chenal, au moins à 40 ou 45 mètres du bord, eh bien, on se rend compte que cette rive sous-marine, elle est creusée par le courant. Et à cet endroit-là où on ne tient pas, nous, il faut qu'on s'accroche. Avec nos lampes, on se rend compte que c'est un peu creusé comme les falaises d'Étretat, hein, par la force abrasive du courant. Et tout ça n'est constitué que d'objets agglutinés les uns aux autres. Des milliers, pour ne pas dire des millions d'objets qui ont été jetés à toutes les époques. Luc Long fouille dans le Rhône depuis plus de 20 ans dans ce qui fut toujours un dépotoir. On y retrouve tous les objets du commerce de l'après-conquête et en particulier des amphores, de tout type et de toute provenance. Bon, alors ici, on est dans les réserves souterraines du musée départemental de l'art antique. Et c'est là que sont stockées toutes les amphores que depuis 20 ans, avec mes équipes, j'ai remonté des fouilles. Par exemple, voilà, ces grandes amphores gauloises. On appelle ça une gauloise 4 dans la typologie actuelle. C'est une amphore à vin à fond plat. Et dans les fouilles du Rhône, on en a trouvé des centaines, des millions de tessons. Et je pense que c'est vraiment là qu'il y en a le plus. C'est là qu'elles convergent. Il y a celles qui descendent sans doute, il y a celles qui remontent. Et ce sont des amphores qui vont être utilisées pour servir de relais aux amphores maritimes. Et sans doute pour transvaser donc, le contenu d'amphores maritimes dans ces amphores à fond plat, plus aptes sans doute à la remontée des fleuves sur des bateaux qui sont eux aussi à fond plat. Ah. Celle-ci, par exemple, elle contient sans doute du vin, elle vient de Tripoli. Donc on est tripolitaine, la Libye actuelle. Donc on voit bien qu'on a, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, au moment où l'Empire s'est étendu sur tout le pourtour de la Méditerranée, eh bien on a, effectivement, grosso modo à Arles, tous les produits de la Méditerranée, parce que cet axe du Rhône et de la Saône, c'est véritablement l'autoroute du commerce. En fait, c'est certainement le chemin, la voie la plus empruntée par les marchandises. Plus que le Nil, sans doute, plus que les autres grands fleuves. C'est le lieu où on a certainement le plus gros
le plus grand nombre d'échanges et de volumes d'échanges pendant toute l'Antiquité. Et déjà, le tonneau commence à remplacer l'amphore. Mais on ne peut rien savoir des quantités qu'il a pu transporter, car le bois se décompose rapidement, sans laisser de traces. Des petites quantités d'amphore continueront cependant d'être importées d'Orient, de Syrie et de Palestine, jusqu'au 7e siècle avant de disparaître complètement. Notre histoire de la conquête romaine s'arrête là. Des grands échanges d'esclaves et de blé qui ont aussi fait la richesse de Rome, il ne reste rien. Les derniers témoins de cette mondialisation à la romaine sont les amphores. Il en reste encore beaucoup sous terre et au fond des eaux, peut-être même intactes. Elles renferment encore une partie de la mémoire de cette première grande conquête commerciale.